Jusqu'à maintenant, dans cette série, nous avons fait jouer le son indépendamment de la ligne du temps, du timeline. Comme il y a certains avantages à synchroniser l'audio à la ligne du temps, nous allons voir comment ça peut être fait. Alors, commençons par ajouter une pièce musicale à notre éditeur. Quand on place un fichier audio dans l'éditeur via le Audio File In, eh bien, le mode de lecture, le Play Mode, il est en mode séquentiel. Donc, autrement dit, la lecture du son se fait de façon complètement indépendante de la ligne du temps qui est en bas. Quand on démarre la lecture, bien, le son joue. Quand on arrête la lecture, bien évidemment, il arrête. Mais si je reviens au début et que je repèse sur le bouton de lecture, bien, il va continuer là où il était rendu plutôt que de revenir au début. Pour s'en convaincre, on peut utiliser l'opérateur info appliqué à notre audio file in pour observer ce qui se passe. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, je prends un opérateur info. Et je vais tout simplement le grossir pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Donc, dans l'opérateur info, il y a un canal qui s'appelle fraction qui représente la position de la tête de lecture au sein du fichier, si on veut. Donc, en ce moment, je suis à 0.5. Je pèse sur pause. Donc, vous voyez que la position a arrêté. Si je reviens au début, donc je suis revenu au début de la timeline, bien, vous avez vu que la position n'a pas changé. La position du son n'a pas changé. Et si je repèse sur le bouton de lecture, il continue à l'endroit où il était rendu. Autrement dit, l'action de peser sur le bouton de lecture ou le bouton d'arrêt va bel et bien activer ou arrêter le son, mais le déplacement dans la ligne du temps n'aura pas d'effet sur un son qui est en mode séquentiel. Ce qui est le cas, comme je le disais, par défaut. Maintenant, si on souhaite lier la lecture du son à la ligne de temps, bien, il faut passer en mode Locked to Timeline. Donc, quand on passe en mode Locked to Timeline, bien, la lecture du fichier sonore se fait directement de façon liée avec la tête de lecture. Donc, si on bouge dans la tête de lecture, c'est-à-dire si on navigue dans la ligne du temps, ben, on se trouve à naviguer aussi dans le son. Donc, pour vous faire entendre le résultat, je vais tout simplement ajouter un Audio Device Out, donc pour qu'on puisse entendre, oups, parce que je voulais faire le résultat. Donc, si je pars le son, je vais peut-être monter le volume un petit peu. Voilà, donc vous devriez bien entendre. Donc, si je pars le son et que je me promène dans la timeline, dans la ligne du temps, bien, vous allez voir que la position du son va suivre mon curseur. Donc, c'est ce que je vous montre. Donc, à partir du moment où on a sélectionné dans notre opérateur Audio File Out le mode Lock to Timeline, bien, effectivement, la lecture du fichier sonore est intimement liée à ce qui se passe au niveau de la ligne du temps. Donc, dans un contexte comme celui-là, ça devient intéressant, plutôt que d'utiliser les minutes et les secondes, ben, d'utiliser le tempo de la pièce et d'afficher les mesures et les temps où on se trouve dans cette pièce-là. Évidemment, pour que ça fonctionne correctement, il faut spécifier le tempo de la pièce. Et pour faire ça, on peut le faire ici, en bas à gauche, et tout simplement taper le tempo en question. Donc, la pièce que j'ai choisie a un tempo de 140 battements par minute. Et donc, à partir du moment où j'entre ça, ben, on va être capable de suivre, c'est-à-dire que le tempo de la ligne du temps va être synchronisé avec le tempo de mon son, de ma pièce musicale. Donc, si je reviens au début,
donc je suis à la première mesure, premier temps, et que je démarre le son, bien, vous allez remarquer que les mesures et les temps vont dorénavant suivre la musique. Donc, de cette façon-là, ça nous permet d'utiliser le tempo comme source d'information, peut-être pour modifier ou générer des visuels, comme nous allons faire dans une vidéo ultérieure. Maintenant, si vous ne connaissez pas le tempo de la pièce, vous pourrez aller voir en ligne. Il y a différents sites web qui vous permettent de simplement démarrer votre pièce et taper soit sur votre souris ou sur le clavier le rythme de la pièce et il vous affiche le résultat à l'écran. Et ça fonctionne plutôt bien. Il y en a un qui s'appelle beatsperminuteonline.com dont je me sers et qui fonctionne très bien. Il existe aussi directement dans Touch Designer, dans le menu Dialogues, un panneau Beat. Et le panneau Beat a l'air de la chose suivante. Par contre, j'ai l'impression qu'il est un peu archaïque et son fonctionnement est pas très clair. Donc, puis en plus, je trouve qu'il n'est pas particulièrement précis. Donc, moi, je vous conseille tout simplement de l'éviter et d'aller faire une mesure en ligne. Pour ce qui est du tempo de votre pièce. Donc, on peut, comme je le disais, spécifier le tempo. Évidemment, juste en dessous, pour ceux qui sont musiciens, il y a la signature. Donc, pour la très vaste majorité des pièces de musique populaire, on est en 4/4, donc 4 temps de noir. Si vous vouliez choisir une autre signature, vous pourriez évidemment le changer ici. Dans ce cas-là, probablement que vous connaissez la musique et que vous serez en mesure de choisir les bonnes valeurs. Bon. Ensuite, la ligne du temps, par défaut, quand on démarre, elle a une longueur de 600 frames ou 600 cadres. Évidemment, si, comme c'est le cas dans l'exemple, dans la musique que j'ai choisi, si on souhaite que la musique joue en boucle, ben, il faudrait que la durée de la timeline corresponde à la durée de notre pièce musicale. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver ça? Ben, peut-être que vous pouvez ouvrir votre fichier dans un logiciel audio puis aller voir la durée, ça va bien. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la ligne de temps, sa durée est exprimée en cadre ou en frame seulement. Et donc, si on a la durée en secondes de notre pièce, ben, il faudra la multiplier par la cadence, donc par exemple 60 frames par seconde, pour arriver à la longueur réelle. Donc, ça peut être un peu embêtant de faire ça. Il y a une façon qui est peut-être plus simple de le faire, c'est d'utiliser notre info, parce que le info contient des informations, comme par exemple la durée du fichier exprimé sous forme de frame. Donc, dans ce cas-ci, la longueur en cadre ou en frame est de 3291 cadres. Donc, on pourra entrer cette longueur-là dans le champ correspondant et soudainement avoir une durée pour notre ligne du temps qui correspond en fait à celle de notre fichier sonore. Maintenant, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut peut-être décortiquer un petit peu le fonctionnement de la timeline. Donc, en entrant le chiffre 3291, vous avez sans doute vu que, oups, je vais en fait tout simplement enlever le son. Vous avez sans doute vu que il y a une espèce de bande qui est apparue en dessous. Dans la ligne du temps, on a donc le début et la fin exprimés en frame. Donc, dans notre cas, on va de 1 à 3291. Donc, ça, c'est la longueur de la ligne du temps au complet. Mais on peut aussi définir une sous-région, un range, qui est exprimé juste en dessous. Donc, le R start puis le R end. Donc, c'est le range start et le range end. Et on peut donc définir un sous-ensemble avec lequel on souhaite travailler.
Donc, dans ce cas-ci, par exemple, si je définis un range relativement court pour qu'on puisse l'entendre de 75, mettons, disons 110 cadres, ben, quand je vais démarrer la lecture, et comme je suis ici en loop, ben, ce qui va se passer, c'est que la boucle va se faire seulement sur cette sous-région-là, sur ce range-là. Donc, je remets le son, pas trop fort. Donc, vous voyez que la boucle se fait après 110 cadres plutôt que de se faire après le 3291, qui est la durée totale. Donc, ce que ça vous permet de faire, c'est d'aller sélectionner une portion de la ligne du temps pour laquelle, par exemple, on voudrait faire une boucle ou simplement, si on veut, isoler une portion en particulier. Donc, dans notre cas, nous allons choisir la totalité de la ligne du temps, donc du début jusqu'à la fin. Et ça nous permettra de faire correspondre donc la durée de notre fichier sonore à la durée de la ligne du temps. Par contre, il y a un petit problème potentiel quand on fait ça, et je vais vous faire écouter le moment où on arrive vers la fin du son et puis qu'on recommence au début. Donc, partons dans ce coin-ci. Écoutez bien la boucle. Donc, si vous avez entendu, il y a un petit trou, il y a un petit problème, tout simplement parce que la durée exprimée en cadre n'est pas tout à fait la même que la durée du fichier comme tel. Évidemment, il y a 60 cadres par seconde, donc la précision, si on veut, se limite au 60e de seconde. Donc, dans ce cas-ci, 3291 cadres, ça donne une durée de 54,85 secondes. Dans les faits, notre fichier, il fait 54,85664 secondes. Donc, il y a une petite différence dans la longueur. En fait, il est un petit peu plus long que le nombre de cadres que nous avons spécifiés. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on peut faire des mathématiques puis s'assurer que la durée de notre fichier sonore soit divisible par 60. Donc ça pourrait fonctionner. Ou on peut décider de rajouter un cadre, par exemple ici 3292, et donc d'introduire un petit peu de silence. Et comme c'est relativement petit, donc plus petit qu'un 60e de seconde, ben, ça se pourrait que ça passe très bien, qu'on ne l'entende pas. Donc, on va l'écouter, encore une fois. Donc, comme vous pouvez voir, ça fonctionne plutôt bien dans ce cas-ci. Mais ce qui est à retenir, c'est qu'il faut faire attention. Donc, si vous souhaitez utiliser la ligne du temps en conjonction avec un fichier sonore, ben, un est mesuré en cadre ou en frame, et l'autre est mesuré en échantillon. Typiquement 44 100 échantillons par seconde. Donc, la durée est difficile à rimer entre les deux. Ceci dit, on n'a pas toujours besoin de mettre les éléments en boucle, donc peut-être que c'est pas grave pour vous, mais c'est un petit détail auquel il faut penser. Maintenant, l'intérêt probablement principal pour nous de lier donc la source sonore à la ligne du temps, c'est de pouvoir utiliser un nouveau chop qui s'appelle le beat chop. Donc, le beat chop, comme son nom l'indique, il va pouvoir nous générer des battements en suivant la ligne du temps. Évidemment, lui aussi, il fonctionne dans différents modes. Donc, si on souhaite qu'il suive justement la ligne du temps, ben, on va lui dire, dans le play mode, lui aussi, d'être verrouillé ou lié à la ligne du temps. Voilà. En faisant ça, ben, on obtient, puis je vais vous montrer, je vais arrêter le volume, je vais juste vous montrer ce que ça donne comme résultat. On obtient donc une valeur comme celle-là qui suit le rythme de la pièce, qui suit le tempo. Donc, par défaut, il nous produit le cycle qui est utilisé, il est de 4. Donc, 4
temps, dans ce cas-là, ou une mesure pour ceux qui sont familiers avec la musique. Donc, on pourrait utiliser ça, par exemple, pour contrôler un affichage visuel. Donc, je vous donne rapidement un petit exemple qui correspond à ce qu'on avait fait dans une vidéo précédente. Donc, je vais prendre ici le circle, où est-il? Circle top. Et je vais utiliser le résultat pour modifier, encore une fois, le cercle qui est de ce côté-ci. Donc, ce que je souhaite faire, c'est d'aller modifier l'angle, en fait, l'angle de l'arc, l'angle de la fin de l'arc pour pouvoir donner un résultat où on est capable de voir le mouvement circulaire. Tiens, on va changer un peu la couleur, quelque chose de plus joli. Allons-y avec, tiens, comme ça, ou comme ça. Et je repars le tout. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe. Il y a un petit mouvement. Malheureusement, évidemment, comme on a besoin de degrés et qu'on est ici entre 0 et 1, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, on va faire comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va multiplier le résultat par 360. Et en fait, la dernière fois, si vous vous souvenez, on n'avait pas fait une multiplication directe, ce qui fonctionnerait aussi. On avait utilisé l'onglet Range, donc pour passer de 0 à 1 à 0 à 360. Évidemment, je refais mon lien ici puisque on l'a changé d'endroit. Voilà. Donc, dans ce cas-ci, ce qui est vu à l'écran correspond à la durée d'une mesure. Si je remets le son, oups. Donc, vous voyez qu'il y a un lien direct entre le rythme de la musique et l'affichage. Par souci de coquetterie, je vais redéplacer ça vers le haut à 90 degrés ici. Voilà. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi utiliser notre opérateur beat. En fait, on peut le contrôler à travers différents paramètres. Fait qu'on peut peut-être regarder ces différents paramètres-là. Je vais rajouter un autre circle ici. Et cette fois-là, on va le faire bouger en suivant chaque battement plutôt que chaque mesure. Donc, changeons encore une fois le visuel. Tiens, puis on va se mettre un peu de softness, même un petit peu plus que ça. Quelque chose comme ça. Donc, dans les options du beat, il y en a quelques-unes qui sont intéressantes. Par exemple, au lieu d'utiliser une période de 4, on peut lui dire d'utiliser une période de 1, autrement dit, de faire son cycle à chaque rythme. Et si je démarre, donc vous voyez que le mouvement est soudainement beaucoup plus rapide. Maintenant, je vais utiliser cette valeur-là pour contrôler, par exemple, c'est-à-dire ici, la taille du rayon, la taille du cercle, en fait. Et comme je souhaite, comme le rayon maximal, si on veut, pour que ça entre dans la fenêtre est de 0.5, ben, je vais aussi ajouter un opérateur mat à cet endroit-ci pour tout simplement convertir les données qui sont entre 0 et 1 en des données qui sont entre 0 et 0.5. Et je vais utiliser ces données-là pour donc contrôler la grosseur de notre cercle. On regarde le résultat avec un peu de son. Donc, notre cercle suit le tempo de la pièce, tout simplement. Maintenant, il y a évidemment plein d'autres options. Je vais vous laisser explorer peut-être la majorité d'entre elles, mais on peut quand même en regarder quelques-unes. Donc, par défaut, notre opérateur beat ne génère qu'un seul canal d'information, mais on peut lui en faire générer plusieurs. Donc ici, je peux utiliser par exemple 4 canaux, et si je redémarre la chose, ben, vous voyez que soudainement, j'ai 4 boucles, mais qui sont décalées d'un temps chacun, si on veut. Et donc,
Je pourrais copier-coller mes cercles plusieurs fois et faire des liens vers les 4 canaux en question. Donc, si je viens ici, évidemment, le nom du canal a changé. Donc, ce qu'on avait tantôt, c'était tout simplement ramp. Et là, on est rendu avec ramp 1. Donc, ça, c'est pour le premier canal. Et vous aurez compris que pour les autres, ben, ce sera ramp 2, 3 et 4. Donc, je vais faire les autres. Voilà. Et donc, si je redémarre, ben, vous voyez que les pastilles roses s'activent, mais en fonction chacun d'un temps différent. Peut-être que pour un effet plus intéressant, on pourrait jouer un peu avec le Shift Step, je crois. Donc, si on le rapprochait un peu, donc, si on voulait avoir une espèce d'effet plus marqué, donc on pourrait évidemment contrôler ça. Et donc, vous pouvez imaginer qu'on ait, par exemple, des dizaines ou des centaines de pastilles comme ça, puis d'avoir un effet de traînée visuel qui serait relativement facile à faire. Dans l'onglet Output de notre opérateur Beat, vous allez voir qu'il y a plusieurs autres options qui ne sont pas activées par défaut, mais qu'on peut activer. Donc, si vous souhaitez, par exemple, compter le nombre de fois où l'opérateur s'est activé, ben, vous pouvez activer Count. Vous pouvez avoir un canal qui correspond au nombre de mesures, au nombre de battements, et donc utiliser ces informations-là pour contrôler d'autres paramètres. Et c'est ce genre d'opération-là que nous allons faire dans les vidéos subséquentes au moment de générer et transformer des visuels de façon dynamique.